Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai le plaisir ce mois-ci d'accueillir Jacques Harel. Bienvenue Jacques Harel. Merci à vous. Dans le cadre de notre partenariat avec Attac, vous êtes membre du bureau depuis la création, je crois, localement, c'est ça? Exact, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs, Jacques Harel, à vous investir au sein Alors, d'Attac? c'est une histoire, je ne vais pas être très long dessus, mais j'ai vécu 1 an en Grande-Bretagne et j'ai vu en Grande-Bretagne l'effondrement de toute une culture ouvrière, de toute une culture locale dans les années Thatcher. J'enseignais à l'île de Wight à l'époque et quand je suis revenu en France, mes enfants étaient tout jeunes et j'ai vu la prise disons, d'un certain nombre d'instances comme la publicité sur le cerveau de mes enfants, le temps de cerveau disponible dont on parle maintenant. Et j'étais tout d'un coup impressionné par toutes ces données-là qui m'avaient jusqu'alors à peine effleuré. D'où mon investissement dans le lancement d'Attac à partir d'un article du Monde diplomatique de décembre 1997 sur l'idée d'une taxe Tobin qui posait la question déjà du contrôle des flux financiers qui commençaient à échapper au contrôle, disons, des États. Voilà. Donc c'est une date très précise en fait. C'est une date très précise. Avec un élément. Alors vous êtes vous responsable, Jacques Harel, du dossier paradis fiscal et lien avec le comité Saint-Malo-Jersey d'Attac. Oui, nous avons à Jersey en effet un groupe d'Attaciens, de membres d'Attac, qui sont extrêmement courageux dans un contexte extrêmement difficile. On pourra parler de Jersey plus tard si vous le souhaitez. On n'imagine pas que ce petit paradis fiscal a une portée de tout près de chez nous. On y est en 45 minutes, 1h30 selon les moyens. En fait, est un microcosme tout à fait intéressant et exemplaire de la financiarisation du monde. Vraiment, on pourra en reparler. Et qui a un impact en termes de valeurs démocratiques. Je dis toujours que les premières victimes des paradis fiscaux sont les habitants des paradis fiscaux, parce qu'on ne sait pas assez. Et justement, vous avez lâché le mot, Jacques Harel, c'est le sujet de cette émission mensuelle. Les paradis fiscaux et judiciaires, ce qu'on appelle les PFJ, évasion et justice fiscale. Alors, l'évasion fiscale, Jacques Harel, une question au cœur de l'altermondialisme et au fondement d'Attac. Donc c'est le combat pour la justice fiscale à l'échelle mondiale. Exactement. Nous faisons partie d'un réseau immense et notamment en France, nous appartenons à la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires qui regroupe des associations comme Foi et Justice, Oxfam, Survie, CCFD Terre Solidaire. Et nous essayons de faire, non pas du lobbying, c'est un mot que nous n'aimons pas trop, mais nous croyons en l'éducation populaire, au partage du savoir. Moi-même, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas économiste du tout, mais quand vous vous attachez à examiner un sujet comme celui-ci sur presque 20 ans maintenant, vous avez facilement un certain savoir qu'il est facile de partager. Et je crois que tout le monde, à la limite, pourrait s'intéresser et devrait s'intéresser à ces questions-là. Je rappelle que le rapport parlementaire de 2013, dirigé par le sénateur Bocquet, parlait d'une évasion fiscale de 60 milliards d'euros. Aujourd'hui, on parle de plus de 80 milliards, ce qui est quasiment le déficit public. Oui. Ça correspond à 735 € par an pour chaque contribuable français, soit 136 € par mois d'impôts supplémentaires. On ne le dit pas assez. À l'échelle de la Bretagne, un rapport qui avait été fait en 2013 rappelait que cela coûtait 3 milliards d'euros par an à la Bretagne. Vous voyez, 3 milliards d'euros, c'est quand même quelques lycées, c'est quand même quelques routes supplémentaires, quelques infirmières, quelques instituteurs de plus, quelques maîtres d'école. Voilà. Donc cette question, elle est d'ampleur et elle devrait être saisie beaucoup plus par les citoyens, je pense, davantage encore aujourd'hui. Alors, on va revenir sur la taxe Tobin. Vous en avez parlé tout à l'heure, Jacques Harel, donc qui a été reprise par le Monde diplomatique et la création d'Attac en 1998. Absolument. Ça, c'est fondateur. En décembre 1997, le Monde diplomatique publie un article de Ignacio Ramonet sur l'idée d'un économiste libéral, pas du tout de gauche, américain, James Tobin, prix Nobel, qui s'inquiétait de l'éclatement d'un espace financier qui échappait aux États, et il lançait l'idée d'une taxe absolument infime, minimale, simplement pour assurer la traçabilité des flux financiers. Aujourd'hui, on sait à peu près d'où vient la douzaine d'œufs que vous achetez aux commerçants du coin. Vous ne savez toujours pas d'où viennent certains milliards qui se déplacent par les algorithmes, comme on les appelle aujourd'hui, ou l'algo-trading. En l'espace d'un clic, vous avez des milliards qui passent d'un espace financier à un autre, simplement lorsqu'il y a un différentiel, une différence de quelques cents, de quelques centimes d'euros dans les valeurs monétaires, par exemple. Donc une opacité. Opacité et risque systémique déjà à l'époque, même si le terme n'apparaissait pas encore, mais James Tobin avait cette intuition, et je crois que si on l'avait vraiment prise au sérieux, comme on Attac dans sa création invité à le faire, on aurait carrément évité une crise comme celle de 2007-2008, qui a coûté plusieurs milliards de dollars pour des pays comme l'Europe par exemple, et les États-Unis bien entendu, sans parler des dégâts humains considérables, où des milliers de foyers se sont retrouvés littéralement à la rue.
Alors on va justement revenir sur le contexte et les rappels historiques, Jacques Harel, puisqu'il y a eu un appel des juges de Genève en 1996. Alors pour nous, c'était effectivement une date fondatrice. En 1996, un certain nombre de juges européens, dont le juge Van Ruymbeck, mais un juge italien, un juge suisse, se réunissent et envoient aux hommes politiques à l'échelle européenne un appel pour la naissance d'un parquet européen. Ce parquet n'existe toujours pas. Il y a des coopérations, il y a des progrès. Moi, je suis très optimiste et je pense que notre combat avance, un combat non violent par définition, mais un combat vraiment important puisque au final, Pour la c'est justice. la justice. Voilà. Je rappelle que Roosevelt et son ministre des Finances disaient tout simplement que l'impôt, c'est le prix de la civilisation. Vivre en société civilisée, ça implique en effet des gains par le travail légitime. Il n'y a pas de raison de ne pas gagner sa vie par du travail légitime, mais que également la redistribution est essentielle. Et on oublie que les 30 Glorieuses, en France, par exemple, connaissaient des taux d'imposition de l'ordre de 40-45%, taux maximal, sur lesquels personne ne se posait de questions, et qui ont assuré cette redistribution pendant ces années de compromis social de l'après-guerre. Alors, ce parquet européen, Jacques Harel, Oui. s'il n'a pas encore vu le jour, c'est parce qu'il y a des oppositions Alors, il y a de fortes oppositions. Le problème de ces combats, c'est qu'il y a des avancées et des reculs. C'est une sorte de tango permanent. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, on le voit en Europe. La France, par exemple, a freiné depuis 2 ans sur la taxe Tobin, dont nous parlions tout à l'heure, alors qu'elle était vraiment en train de se faire au niveau de coopération entre une dizaine d'États européens. Les États-Unis, l'élection après Obama, donc de Trump, a remis en cause un certain nombre de choses, avec des contradictions. Trump parle de ramener la séparation des banques d'affaires spéculatives, disons pour faire simple, et des banques de dépôt, au sens dépôts familiaux ou dépôts d'entreprise, alors que la France refuse toute avancée là-dessus. Simultanément, Trump essaie de travailler à un abaissement des obligations financières que Obama avait mis en place avec le FATCA, un règlement tout à fait intéressant dont l'Europe s'est inspirée ensuite. Donc vous voyez, c'est une avancée, un recul, c'est une guerre de tranchées. Et on le voit au niveau microcosmique, je dirais presque. Quand on va à Jersey, on voit qu'à Jersey, il y a une guerre de tranchées. Jersey cède sur certains points quand ils ne peuvent plus faire autrement. Par exemple, récemment, ils viennent de rendre au Kenya des sommes considérables suite à un jugement pour corruption au Kenya. Pendant des années, ils ont gardé l'argent du dictateur Abacha du Nigeria qui était stocké à Jersey. Ils ont fini par en rendre une partie. Mais c'est toujours des rapports de force. Et là, les citoyens ont leur rôle à jouer. Les politiques sont souvent cernés par des lobbies, cernés par des rapports de force auxquels ils n'échappent pas ou auxquels ils ont beaucoup de mal à échapper. Le citoyen doit être cet aiguillon. Et les associations comme les nôtres, comme CCFD Terre Solidaire, se sont emparées de ces sujets et on souhaiterait bien évidemment être plus nombreux sur ces questions. Citoyenneté. Alors Jacques Harel, on va revenir effectivement sur les dates. Post-80, on va dire la financiarisation du monde. C'est à ce moment-là que ce phénomène vraiment a pris l'ampleur ? Très clairement, effectivement, tous les historiens de l'économie signalent qu'à partir des années 80, des années Thatcher, Reagan, pour faire simple, mais c'est la réalité, on a un vent de libéralisation qui, sur le principe, est discutable politiquement, on peut en discuter, mais qui, dans ses effets, en tout cas, produit ce relâchement des digues qui va se continuer d'année en année jusqu'à Clinton, puisque en 1999, Clinton met fin aux réglementations que Roosevelt avait mis en 1933, par exemple pour la séparation des activités bancaires. Donc c'est là encore un tango tout à fait impressionnant. Mais à partir des années 80, c'est vrai qu'on a affaire à ce qu'on appelle, et ce n'est pas un slogan, la mondialisation financière, c'est-à-dire la libéralisation des flux financiers. Et c'est là que les paradis fiscaux jouent absolument leur rôle d'opacité et de dérégulation. Alors on imagine bien effectivement que cette mondialisation financière, Jacques Harel, profite à certains au détriment d'autres. Absolument. Je crois que le livre dont certains ont entendu parler de Piketty, qui est maintenant une référence mondiale, montre très bien qu'à partir de ces années-là, on retombe dans une situation qui est exactement comparable à celle qui a précédé la crise de 1929. C'est-à-dire un moment où les disparités de richesse éclatent complètement. Il est frappant de voir qu'aux États-Unis, le revenu réel moyen par travailleur n'a pas augmenté. Par contre, le temps de travail n'a cessé d'augmenter. Et que chez nous, les politiques dites d'austérité, avec des effets différents selon les États, mais on voit ce qu'il en est en Grèce par exemple, et déjà chez nous, dans une certaine mesure, de façon encore plus nette et non mentionnée souvent par les médias, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, le FMI hier s'inquiétait de la montée de la pauvreté en Allemagne, par exemple. On ne le dit pas assez. Donc les disparités financières et sociales viennent de ces réalités où l'imposition sur les flux financiers n'a cessé de baisser, l'imposition sur les sociétés et sur les bénéfices n'a cessé de baisser. On a affaire à un dumping fiscal et social, une course vers le moins-disant qui en fait démunit les États. La trésorerie des États
pour répondre aux droits régaliens, aux obligations régaliennes, la santé, l'éducation, toutes ces obligations, et qui sont en fait, je le dis souvent, les services publics sont la richesse de ceux qui n'ont rien. Voilà le chemin qui conduit à cet effarant écart social que nous voyons aujourd'hui. Justement, Jacques Harel, si je vous parle des paradis fiscaux judiciaires, éléments d'une sécession sociale et politique, on peut le nommer tel quel, comme ça? Je crois que le terme de sécession s'impose. Il a été développé par un Britannique qui s'appelle Christopher Lash, dans un livre publié il y a une quinzaine d'années, où il avait déjà eu l'intuition que les riches, en fait, étaient dans une zone de sécession, trouver des ressources par le biais des avocats d'affaires ou autres pour échapper à la réglementation générale auquel les citoyens sont soumis, et notamment par le biais de l'optimisation fiscale pour les entreprises et les individus, mais aussi par toutes sortes de produits financiers, ce que les ingénieurs financiers, comme on les appelle parfois, appellent le creative accountancy, la comptabilité créatrice, qui n'est que l'imagination humaine mise au service de l'intérêt de certains. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, Jacques Harel? Parce que j'ai vu à la télévision, lors d'un journal télévisé assez récemment, un reportage qui finalement relativisait le fait qu'il y ait des paradis fiscaux en disant oui, mais s'il n'y avait pas de paradis fiscaux, eh bien, il y aurait moins d'emplois. Parce que... Alors ça, c'est le dernier. Vous avez entendu cette argumentation? En effet, c'est l'argumentaire qu'on entend à Jersey, qui justifie au niveau européen 1 milliard d'impôts grâce aux activités des paradis fiscaux. C'est vraiment, pour nous, du marketing absolument ignoble, parce qu'on sait concrètement le coût de l'évasion fiscale, et notamment de l'optimisation fiscale. Quand vous voyez Apple qui vraiment ne paye pas d'impôts, quand vous voyez ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, etc., qui rusent avec le Luxembourg pour avoir ce qu'on appelle des rescrits, c'est-à-dire des accords financiers secrets qui sont maintenant un peu révélés, mais on ne sait pas encore tout. Grâce aux journalistes d'investigation, notamment? Alors voilà, absolument. Là, je rends hommage aux journalistes d'investigation, notamment à ce consortium de journalisme d'investigation qui regroupe une centaine de journaux, dont Le Monde, Mediapart, un certain nombre de journaux comme le Süddeutsche Zeitung en Allemagne, et qui font un travail considérable, un travail de fourmi, celui que des associations comme ATTAC ou comme Tax Justice Network ont commencé il y a 20 ans, mais que eux, maintenant, peuvent réaliser avec leurs moyens informatiques. C'est tout à fait considérable, en effet. Alors les PFJ, toujours pour parler, voilà, oui, pour les auditrices et les auditeurs, les trous noirs de la finance, mais aussi de l'information, on vient de le voir, Jacques Harel, de la recherche universitaire. Alors là, vous allez pouvoir nous en dire aussi quelques mots. Brièvement, parce que ce n'est pas le sujet en soi, mais c'est assez effarant de voir que les premiers livres, les premières recherches sur les paradis fiscaux datent seulement de la fin des années 90 en France. C'est très tardif. Des sociologues, d'ailleurs, c'est souvent des sociologues comme Pinson-Charlot, le couple Pinson-Charlot, qui analysent concrètement la montée des richesses dans certaines familles et par quel biais. L'exemple du scandale Bettencourt a révélé cela, mais on peut multiplier ce cas d'école, je dirais, par des centaines à l'échelle de notre pays et par des milliers à l'échelle de l'Union européenne. Des travaux comme ceux de Lascum, qui n'est pas assez connu, qui est un sociologue qui a travaillé sur la délinquance et qui a montré que la délinquance financière jouissait d'une sorte d'impunité totale ou quasi totale pendant des années. Et c'est vrai qu'il est regrettable que les écoles de commerce, les écoles qui forment nos jeunes élites et qui sont maintenant peut-être au pouvoir, n'ont pas donné les outils intellectuels et les cas précis pour comprendre comment se constitue ce lobby qui, dans l'État, au sein de l'État, structure cette optimisation fiscale, cette fuite, et la favorise chaque jour davantage. Alors on souligne effectivement, Jacques Harel, on en a déjà un petit peu parlé, mais le rôle des associations telles que ATTAC, de certains médias, vous en avez évoqué absolument aussi quelques-uns, les lanceurs d'alerte, ces fameux whistleblowers, je crois, comme on les appelle aux États-Unis. Absolument. Oui, absolument. Alors ça, les lanceurs d'alerte, pour nous, ça a été un combat très important depuis quelques années, qui avance. La loi Sapin 2 a bien avancé sur cette question. Il faut reconnaître ce qui est bon dans ce qui s'est passé ces dernières années, sous la pression, il faut le reconnaître, les députés eux-mêmes le disent, des associations. Le terme lanceur d'alerte est maintenant reconnu en droit français. Il a été élargi par rapport à la définition de départ que donnait la loi Sapin, et élargi aux questions d'intérêt général. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, y compris politiquement au sens le plus noble. La République, c'est vraiment l'intérêt public, la chose publique, ce qui nous unit tous. Et donc, toute personne qui a une information relevant en effet de cet intérêt public, cet intérêt commun qui vise à se soustraire par exemple à l'impôt ou à soustraire une information essentielle ou un document essentiel pour l'activité démocratique, a en effet un statut protégé désormais.
Et la question est désormais posée au sein de l'Union européenne qui est en train d'adopter un statut. Mais dans le détail, on voit que par exemple au Luxembourg, ce qui s'est passé avec LuxLeaks, les journalistes ont fini par être blanchis, même si en appel, ils se sont retrouvés à nouveau devant la justice. Mais des gens comme Deltour ou Allais sont encore coupables, considérés comme coupables. Même s'il n'y a pas de peine, il y a quand même une culpabilité qui est attachée à leur nom, ce qui est absolument pour nous inacceptable. C'est quand même un petit peu le monde à l'envers, Jacques Arel. Je dirais là exactement ce que vous suggérez. Parce que finalement, C'est le monde la à l'envers. justice devrait défendre... Alors il y a beaucoup à dire, c'est une bonne question sur les Grand rapports sujet. entre justice et fiscalité. Ouais. Nous nous battons avec d'autres associations, par exemple, pour la fin du verrou de Bercy. Ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est quand même un cas exceptionnel dans notre système politique. D'habitude, lorsqu'il y a un délit, la justice est saisie, s'autosaisit, le parquet est saisi, et l'affaire est traitée par des juges, par des magistrats, dont l'indépendance n'est pas à remettre en cause. Dans le cas des délits financiers, les enquêteurs des services fiscaux sont obligés, par leur fonction, et ils le font, de remettre ces dossiers évidemment à Bercy, et le ministre des Finances a l'option libre, a le libre arbitre par rapport à la plupart de ces questions. Et il est vrai qu'on a à peine un cas sur 1000 de dossiers fiscaux qui se termine par une présentation en justice. Vous avez entendu parler des fameuses cellules de dégrisement lancées depuis maintenant 4 ans. Donc vous avez des contribuables qui ont planqué, il faut dire les choses comme elles sont, des sommes plus ou moins considérables à l'étranger pour échapper au droit commun auquel nous sommes soumis l'un et l'autre, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le patrimoine, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur l'héritage, et qui, pour échapper à l'impôt, donc on fait fuir ces capitaux par toutes sortes d'optimisations que pratiquent aujourd'hui encore des cabinets qui ont pignon sur rue à Rennes ou à Saint-Malo. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des avocats qui sont spécialisés en fiscalité. Absolument, et c'est une question qui n'est pas suffisamment posée et que nous posons avec d'autres associations. Ce ne sont pas les avocats des droits de l'homme, ceux-là. Absolument, absolument. Et donc il y a très peu de cas qui, comme je le disais, se terminent devant un juge, devant la justice. Il y a le cas de l'héritière de Nina Ricci, par exemple, qui est un cas unique de condamnation à 3 ans de prison. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le juge a également condamné l'avocat d'affaires qui avait fait le montage pour cette héritière de la fortune Ricci. Voilà. Donc on a quelques cas comme ça, mais il reste emblématique d'un combat qu'il reste à mener au niveau plus large. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel semble avoir opposé un obstacle juridique à l'élargissement de ce verrou de Bercy, en estimant que Bercy est à même de juger de l'opportunité ou non d'aller en justice. Citoyenneté, c'est sur Radio Parole de Vie. Alors donc, des scandales à valeur pédagogique, entre guillemets, Jacques Arel, qu'est-ce qu'on appelle les problèmes sémantiques à ce niveau-là ? C'est un débat très important que nous avons lancé dès le début à Attaque. Nous avons créé d'ailleurs l'expression paradis fiscaux et judiciaires. Nous tenons toujours à rajouter judiciaire. Certaines associations parlent de paradis fiscaux et réglementaires. En fait, les paradis fiscaux n'ont pas de statut, il n'y a pas de définition universelle du terme. Et le terme lui-même fait polémique. On l'utilise maintenant qu'il est dans le débat. Mais c'est vrai que la France peut être qualifiée de paradis fiscal parfois. Quand le président Sarkozy permet au Qatar de faire des investissements immobiliers en France sans imposition sur les biens immobiliers détenus par les Qataris, on est dans le cas d'un mini paradis fiscal. Quand les Jeux Olympiques sont attribués à un pays comme la France et que la France se doit et accepte de ne pas imposer les activités du CIO, du Comité olympique en France, on est dans le cas d'un micro-paradis fiscal. Donc il est facile pour les paradis fiscaux comme l'Irlande, le Luxembourg ou autres, ou même Jersey, de nous renvoyer la balle. Personne n'est vraiment propre dans ces affaires-là, avec évidemment des intérêts et des dimensions qui ne sont pas les mêmes. Nous avons tenté d'introduire des expressions qui, en fait, ont fait florès, si je puis dire. Des expressions comme, par exemple, licenciement boursier. On a montré clairement que des entreprises licenciaient non pas parce que le carnet de commandes n'était pas rempli, mais parce que la variable d'ajustement pour faire monter l'action en bourse, c'était l'annonce d'un plan de licenciement. Vous voyez. Donc il y a un certain nombre de termes comme ça que nous avons réussi à introduire et qui sont maintenant repris par les médias ou par les associations et qui font leur chemin. Mais trop souvent, les médias utilisent, sans se poser des questions, des termes qui ont été en fait forgés par des cabinets qui travaillent pour les banques ou pour certains intérêts et qui forgent des expressions de façon à dissimuler la réalité. Par exemple, Jersey ne dira jamais qu'ils sont un paradis fiscal. Il parle de tax neutral entity, entité neutre du point de vue de l'impôt. On a comme ça toute une série d'euphémismes qui permettent de ne pas désigner la réalité.
on parle de Special Purpose Vehicle, en anglais, de véhicule à but spécial. Le but spécial étant, on le sait, d'échapper à l'impôt des États démocratiques ou des pays africains, dont on n'a pas encore parlé, qui sont une victime essentielle, très importante, de l'optimisation fiscale et de l'évasion fiscale, y compris l'entreprise française. Alors, un cas proche de nous, c'est Jersey, effectivement. Donc, vous venez de l'évoquer, une juridiction faussement indépendante. Et puis, un cas à la fois lointain et proche, c'est le Panama. On a entendu parler des Panama Papers, notamment. Hein. Oui, absolument. Il y a la City aussi. Oui. Ça, c'est un cas unique. Alors, la City, c'est un cas unique. C'est le paradis fiscal numéro 1 mondial. Oui. C'est vraiment, dans les grandes lessiveuses, c'est la dernière étape de la lessiveuse. Hein. C'est là que passent tous les flux financiers qui viennent de toutes sortes de trafics ou d'optimisation fiscale, effectivement, et qui se retrouvent propres à la City et réintroduits dans les circuits immobiliers, les circuits, par exemple, on sait que beaucoup d'oligarques russes qui ont bénéficié des privatisations des années 80-90 ont investi dans l'immobilier massivement en Grande-Bretagne par le biais de paradis fiscaux offshore. Madame Thatcher elle-même avait une propriété en Angleterre qui était gérée par une entreprise offshore, par une coquille vide, hein, parce que l'argent n'est jamais en fait à Jersey ou ailleurs, mais il est toujours à la City. Il est géré à la City. Les banques championnes de l'usage des PFJ, c'est vrai ? Oui. On a entendu quelques noms. Hein, alors les banques européennes médias, ont réalisé en fait, c'est tout récent, c'est un rapport qui a été fait par la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires et notamment Oxfam. Les banques européennes ont réalisé un quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux l'an passé, hein, c'est-à-dire près de 5 milliards d'euros de bénéfices selon le rapport d'Oxfam. Et en fait, ce qui était très intéressant, je peux prendre par exemple le cas de la Société Générale. Donc il y a 136 filiales dans les paradis fiscaux, mais 30% de ces bénéfices sont réalisés dans ces paradis fiscaux. Elle a 1005 sociétés offshore qui ont été révélées par les Panama Papers. Le Crédit Agricole a plus de 150 filiales dans les paradis fiscaux, mais ça représente 27% de ses bénéfices. Le BNP Paribas, par exemple, a 200 filiales dans les paradis fiscaux, dont certaines à Jersey. Ça représente 27,8% des bénéfices, pour 15% d'employés. Autrement dit, on a dans les paradis fiscaux des employés qui ont un taux de rentabilité, si je puis dire, qui est 10 fois l'employé de la Banque française. Ça ne veut pas dire que l'employé de la Banque française est un feignant, pas du tout. On sait combien leur tâche est parfois difficile. Mais vu les activités financières réalisées dans les paradis fiscaux, la rentabilité, entre guillemets, par employé est démesurée. Ce qui, pour nous, est un indice de l'activité qui devrait mettre la puce à l'oreille des régulateurs. Alors, parmi les pays en développement et évasion fiscale, on peut évoquer le néocolonialisme. Vous avez vous-même annoncé l'Afrique, la France-Afrique, on pourrait dire, hein, c'est ça, hein, absolument, l'affaire Elf, par exemple, ça a été révélateur. L'affaire Elf a été un des premiers révélateurs, à la fois en termes de montants, puisque les montants étaient colossaux, en termes à l'époque de financement des partis politiques, hein, les plus variés d'ailleurs, avec une sorte d'entente au sens presque industriel entre les différents partis politiques de l'époque. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir le type de personnel qui était inclus dans ce scandale, où on voit comment un type qui était marchand de légumes à Marseille, tout d'un coup, en quelques années, en prenant du poids dans une filiale de Elf, devenait responsable d'un département africain ou autre. Enfin, on a eu là des parcours tout à fait étonnants qui sont très comparables à ceux de la mafia à Chicago dans les années 20. Enfin, c'était pas du tout une question de compétence, mais une question de rapport de force avec les réseaux Pasqua de l'époque et autres que l'on connaît bien maintenant. Hein. Donc les choses ont un peu changé, mais beaucoup de transnationales françaises, on préfère nous le terme transnational à multinational pour toutes sortes de raisons, mais par exemple on sait que Areva, désolé de donner des noms, mais au Niger a eu des filiales dans les paradis offshore pour réduire sa part d'imposition. Total ne paie quasiment pas d'impôts en France. Bon, tout ça est organisé par des fausses pratiques permettant de déduire des sommes colossales en payant des droits d'image, comme les sportifs par exemple, mais le même processus s'applique aux entreprises. On paie des droits d'image, vous avez entendu parler des fameuses bananes de Jersey par exemple. Il n'y a pas de bananes évidemment à Jersey, mais on paye un droit d'image, un droit de propriété pour l'emballage. Enfin, on multiplie en amont tout ce qui peut réduire le taux d'imposition dans le pays final, si bien que la même banane en France est taxée uniquement sur la part d'écart entre le produit tel qu'il est à Jersey et tel qu'il est vendu en France, c'est-à-dire une part minimale. Donc toutes ces techniques-là ont été mises à jour à partir de grands scandales, comme en effet Elf, qui a été absolument un révélateur extraordinaire. Je rappelle que Eva Joly a vraiment fait un travail considérable à ce moment-là, et que je crois qu'elle en était à sa 15e inculpation, et le brave monsieur qui était devant elle lui dit « Mais vous savez que j'ai la Légion d'honneur ?» Et elle lui répond « Les 14 personnes qui étaient avant vous avaient également la Légion d'honneur, ils sont tous inculpés. » Il vivait sous protection d'ailleurs, Eva Joly, pendant un temps. Oui, absolument. Il faut savoir que les enjeux policiers sont tellement considérables, et nos amis à Jersey en savent quelque chose. Il y en a qui ont reçu des menaces de mort pour simplement mettre sur la table des questions. On ne parle même pas de dossier. Vous voyez. Donc les lanceurs d'alerte, c'est du sérieux.
Jacques Harel, il y a aussi la spéculation alimentaire qu'on connaît peut-être un peu moins. Alors la spéculation alimentaire, on l'a un petit peu abordée à la fin des années 90, au début des années 2000, quand on a vu en effet beaucoup d'investisseurs, notamment à la bourse de Chicago, qui est la bourse qui gère une bonne partie des avoirs liés à l'alimentation ou aux ressources, investir notamment dans ce qu'on a appelé à l'époque de façon assez étonnante les biocarburants, qui n'avaient rien de bio bien entendu, et qui ont amené certains pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud à développer massivement et à déforester massivement pour faire du maïs destiné à l'éthanol. Et à ce moment-là, les spéculateurs se sont jetés dessus comme les mouches sur le vinaigre. Enfin, c'est vraiment des enjeux considérables parce qu'au bout, là, c'est des milliers de familles qui sont dans une agriculture de survie, aussi bien en Inde qu'en Amérique centrale, qui sont du jour au lendemain évincées au nom d'intérêts supérieurs et spéculatifs. Oui. Voilà. Et puis il y a l'argent des dictateurs. Alors l'argent des dictateurs, beaucoup à dire. Il y a Anticor, qui est une très très belle association qui fait un travail considérable, ainsi que Transparency International, qui notamment sur la France-Afrique, pour revenir à l'expression qui avait été créée par M. Verschave, fondateur donc de l'expression mais aussi de l'association Survie. La France a été mise à mal pendant des années avec ses liens douteux. Là, récemment, il y a eu le procès des biens mal acquis, notamment avec des grandes familles de dictateurs d'Afrique centrale. Les choses évoluent, mais c'est très très lent, très très lent. Des biens ont été saisis à Paris, notamment une collection d'automobiles anciennes, d'appartements ou autres pour Sassou Nguesso et son fils. Le problème, c'est que nos opérations militaires, simultanément, s'appuient souvent en Afrique centrale sur ces dictatures. Donc on sent que le parquet et le verrou de Bercy, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ne font rien pour accélérer les choses. On a vu ça notamment dans les années Sarkozy. Il faut reconnaître que dans les années Hollande, il y a eu une avancée relative sur ces questions-là, mais on est loin du compte encore, bien sûr. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission, Jacques Harel. Merci pour toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure avec les nouvelles approches? La guerre de tranchées continue? La guerre de tranchées continue, absolument. Je crois que ce qui est très bien, c'est que de plus en plus, les associations se regroupent, prennent des dossiers au sérieux ensemble. À titre personnel, je suis vraiment heureux d'avoir rencontré des gens formidables dans toutes ces associations, notamment des jeunes qui, par exemple, vont en Afrique pendant un an dans le cadre de leur formation ou de leur bénévolat, leur action bénévole, et qui reviennent en se disant, bon, on a vu des choses incroyables là-bas, on est parti dans un souci de générosité, mais si notre main droite reprend ce que la main gauche a donné ou inversement, ça n'avance pas. Donc ces jeunes gens veulent une formation, veulent en savoir plus pour que la justice ne soit pas seulement la charité, qui peut se défendre et qui a évidemment une fonction humaine tout à fait légitime, mais que la justice règne sur ce monde, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est tout un programme. Encore une fois, merci pour vraiment cet éclairage, pour cette vulgarisation, Jacques Harel. C'est moi qui vous remercie vraiment aussi. Et puis, écoutez, on retrouve Attaque le mois prochain avec un nouveau sujet. Merci à Radio Parole de Vie. À très bientôt. C'est un plaisir. Au revoir à toutes et à tous.